Alors aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui a littéralement paralysé les États-Unis, et même bien au-delà. Une histoire qui commence comme un conte de fées et qui finit en tragédie grecque. Imaginez une véritable idole, un héros sportif que tout un pays adore, un nom synonyme de réussite et de rêve américain. Et maintenant, imaginez que ce même héros se retrouve accusé du meurtre sauvage de son ex-femme et d'un ami à elle. C'est l'histoire d'O.J. Simpson. Mais c'est bien plus qu'un simple fait divers. C'est devenu un spectacle mondial, un miroir incroyable des tensions raciales, sociales et judiciaires de l'Amérique de l'époque. Alors bienvenue dans notre analyse de ce procès, qui a, sans exagérer, tout changé. Regardez bien ces deux images, c'est la même personne. À gauche, on a le sourire éclatant, le trophée, la célébrité, bref, le rêve américain incarné. Et à droite, le cauchemar, le regard vide, la photo d'identité judiciaire qui a fait le tour du monde. Le contraste est absolument saisissant, non? Alors, la question qui nous hante tous, c'est comment est-ce possible? Comment une chute aussi vertigineuse a-t-elle pu arriver? Qu'est-ce qui a fait basculer la vie de ce héros dans l'une des chroniques judiciaires les plus sombres du XXe siècle? C'est ce puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble, pièce par pièce. Pour bien comprendre l'ampleur de la chute, il faut d'abord prendre la mesure de la hauteur à laquelle O.J. Simpson se trouvait. Il n'était pas juste connu. Dans l'Amérique des années 70 et 80, O.J., c'était une institution, un visage que tout le monde connaissait, un de ces rares personnages qui avait réussi à dépasser les barrières du sport, mais aussi et surtout les barrières raciales pour devenir une incarnation du rêve américain. Son surnom, c'était The Juice, et ça disait tout. Le jus, l'énergie, la puissance électrique qu'il dégageait sur les terrains de football, il était inarrêtable. Et cette aura, il l'a emmenée partout avec lui en dehors des stades. Au cinéma, dans les publicités cultes pour les voitures de location Hertz, où on le voyait courir dans les aéroports. Il avait un charisme fou qui plaisait à tout le monde. Pour beaucoup d'Américains, il était la preuve vivante qu'un homme noir pouvait atteindre les sommets. Mais voilà, comme souvent, l'image publique parfaite cachait une réalité beaucoup plus sombre. Et dans le cas d'O.J., cette réalité était incroyablement violente. Ce qui est absolument glaçant avec le recul, c'est de voir que tous les signaux d'alarme étaient là, bien avant la nuit du drame. Ce n'était pas un accident, c'était un schéma, une escalade. Regardez cette chronologie. Ça commence dès 1985. Il défonce sa pare-brise avec une batte de baseball. En 1989, il y a cet appel terrifiant de son épouse Nicole au 911. On l'entend crier qu'il va la tuer. Et puis, elle lâche cette phrase terrible au policier. « Vous êtes déjà venu 8 fois. » 8 fois, imaginez. 8 interventions de la police avant le drame. En 1992, elle trouve enfin le courage de demander le divorce, en citant les violences conjugales. Et même après, en 1993, un autre appel au secours. Cette spirale de terreur, longtemps restée dans l'ombre, va devenir la toile de fond macabre de tout le procès. On arrive maintenant à la nuit fatidique, le 12 juin 1994. 2 corps sont découverts dans une mare de sang, ceux de Nicole Brown Simpson et de son ami Ronald Goldman. L'enquête démarre et très vite, tous les regards se tournent vers une seule personne. Et au début, pour les enquêteurs, l'affaire a l'air presque simple. Trop simple peut-être. Alors, mettons-nous dans la tête des procureurs à ce moment-là. Ils ont quoi sur la table? C'est une véritable montagne de preuves. On dirait une liste de courses parfaite pour un dossier d'accusation. Primo, on trouve un gant ensanglanté sur la scène de crime. Secondo, on trouve l'autre gant, le jumeau, chez O.J. Simpson. Tertio, on trouve du sang de Simpson sur la scène du crime grâce à l'ADN. Et enfin, on trouve du sang des 2 victimes dans sa célèbre voiture, la Ford Bronco blanche. Chaque élément semble s'emboîter parfaitement. À ce stade, pour la police et pour une grande partie du public, l'affaire est pliée. Le procès ne devrait être qu'une formalité. Une affaire classée d'avance donc? On pourrait le croire. La voie vers une condamnation semble toute droite, toute tracée. Sauf que c'est précisément là que l'histoire va prendre un virage à 180 degrés. Car cette montagne de preuves reposait sur des fondations très fragiles, le travail des enquêteurs. Et ces fondations étaient pleines de fissures. Et c'est là que tout va commencer à s'effriter. Parce qu'une preuve, aussi forte soit-elle, ne vaut rien si on ne peut pas prouver qu'elle a été collectée et conservée de manière irréprochable. Et la défense va s'attaquer à ça avec une précision chirurgicale. Ils vont pointer du doigt chaque erreur. La scène de crime piétinée par des dizaines de policiers, un risque énorme de contamination. Un échantillon de sang d'O.J., une preuve capitale, qui a été transportée dans la poche d'un technicien pendant des heures au lieu d'être sécurisé. Le rôle plus que trouble du détective Mark Furman, celui qui trouve comme par hasard le gant chez O.J. Et puis, ce détail hallucinant. Du sang retrouvé sur un portail, mais prélevé 3 semaines après les meurtres. Chaque erreur, chaque négligence deviennent une brèche, et la défense va s'y engouffrer avec une force incroyable. Face à une accusation qui semble en béton, mais une enquête pleine de trous, O.J. Simpson va faire ce que seuls les gens extrêmement riches peuvent se permettre. Il ne va pas juste engager un bon avocat, non. Il va assembler une véritable armée de ténors du barreau.
Les médias vont vite leur trouver un nom, la Dream Team. Et le nom est parfaitement choisi. C'est un peu les Avengers du monde judiciaire. Il y a Robert Shapiro, l'expert des affaires de célébrités. Johnny Cochran, le tribune charismatique, un orateur hors pair et un grand défenseur de la communauté afro-américaine. F. Lee Bailey, un vieux lion, un pitbull du contre-interrogatoire. Barry Scheck et Peter Neufeld, les pionniers des tests ADN qui vont complètement retourner la science contre l'accusation. Et même son ami Robert Kardashian. Une équipe qui va coûter des millions de dollars, réunie avec un seul et unique objectif, gagner, peu importe le prix et peu importe la manière. Et voilà la stratégie, le pivot de toute l'affaire. C'est absolument fondamental de comprendre ça. La Dream Team ne va pas passer son temps à essayer de prouver que Jay est innocent. Non, non. Ils vont faire quelque chose de beaucoup plus audacieux, de beaucoup plus radical. Ils vont mettre la police de Los Angeles, le fameux LAPD, sur le banc des accusés. En fait, il n'y a pas un procès dans la salle, il y en a deux. L'accusation essaye de condamner O.J. Simpson et la défense, elle, fait le procès de la police. Ils ont complètement changé la cible. Leur argument est simple, mais d'une puissance dévastatrice. Il tient en une phrase. Si la police est corrompue, incompétente et raciste, alors comment faire confiance à une seule des preuves qu'elle apporte? Et cet argument ne sort pas de nulle part. Il tombe sur un terrain social explosif. Il faut se souvenir qu'on est à Los Angeles, 2 ans à peine après l'affaire Rodney King. Cette vidéo insoutenable d'un homme noir tabassé par des policiers blancs qui ont ensuite été acquittés, provoquant des émeutes terribles. La méfiance de la communauté noire envers le LAPD est à son comble. La défense n'a plus qu'à souffler sur les braises, et pour incarner ce système pourru, ils ont une cible parfaite, le détective Mark Fuhrman. Le procès va durer près d'1 an. 1 an de direct à la télévision, c'est le premier grand feuilleton judiciaire planétaire. Et au milieu de ces longs mois, 2 moments, 2 scènes de pur théâtre vont absolument marquer l'histoire et faire basculer l'opinion. Le premier acte, c'est un pari insensé de l'accusation. Le procureur Christopher Darden demande à O.J. Simpson de se lever et d'essayer le gant, le fameux gant ensanglanté. Silence total dans la salle d'audience. C'est un moment de cinéma. Et le pari va se transformer en désastre absolu pour l'accusation. On voit O.J., devant les jurés, devant le monde entier, enfiler des gants en latex de protection, puis essayer de mettre le gant en cuir par-dessus. Et là, ça ne rentre pas. Il grimace, il force, il montre à tout le monde que c'est trop petit. Peu importe que le cuir ait pu rétrécir avec le sang séché. L'image est dévastatrice. La preuve clé de l'accusation ne lui va pas. Et là, Johnny Cochran, le maître orateur, sent le moment. Il va transformer ce fiasco en slogan, en une formule magique. Une petite phrase qui rime, simple, percutante, que tout le monde va retenir. Il la dira en anglais « If it doesn't fit, you must quit », ce qui veut dire « S'il ne va pas, vous devez la quitter ». Cette phrase va résonner en boucle dans la tête des jurés. C'est un coup de génie. Ça simplifie tout le procès en une seule image. Si cette preuve-là est fausse, alors tout le reste peut l'être aussi. Le doute est installé. Si l'épisode du gant était un tournant, ce qui arrive ensuite, c'est une véritable bombe atomique. La défense met la main sur des cassettes audio. Des enregistrements de Mark Fuhrman, le détective qui a trouvé le gant, celui qui avait juré, sous serment à la barre, ne pas avoir utilisé d'insultes racistes depuis 10 ans. Et sur ces bandes, on l'entend utiliser le N-word, l'insulte la plus grave. Non pas 1 ou 2 fois, mais 41 fois. 41. Ce n'est plus une allégation, c'est un fait. Le témoin clé de l'accusation est un menteur, un parjure et un raciste avéré. La théorie du complot de la défense devient soudainement beaucoup plus crédible. Alors, on fait revenir Fuhrman à la barre. L'ambiance est électrique. Et l'un des avocats de la défense lui pose la question qui tue. « Détective Fuhrman, avez-vous fabriqué ou placé des preuves dans cette affaire ?» Et la réponse de Fuhrman va sceller le sort du procès. Il invoque le 5e amendement de la Constitution américaine, le droit de ne pas s'auto-incriminer. Légalement, ce n'est pas un aveu de culpabilité. Mais pour le jury, l'effet est le même. Son silence est assourdissant. Comment faire confiance à un menteur raciste qui refuse de nier avoir fabriqué des preuves? À cet instant précis, la crédibilité de l'enquête de la police de Los Angeles s'effondre en direct à la télévision. Après 9 mois de débats, de rebondissements, de tensions extrêmes, le procès arrive à son terme. Les jurés se retirent pour délibérer. Toute l'Amérique retient son souffle. Et le verdict qui va tomber ne va pas simplement juger un homme. Il va révéler au grand jour une fracture profonde, une blessure ouverte au cœur du pays. Le 3 octobre 1995, le verdict tombe, comme un coup près. Pour les 2 meurtres, le jury déclare l'accusé, Orenthal James Simpson, non coupable. Le choc est total pour une immense partie du public qui était convaincu de sa culpabilité. Dans la salle d'audience, on voit les cris de joie du clan Simpson et le visage dévasté de la famille Goldman. Et ce qui choque presque autant que le verdict lui-même,
c'est la vitesse à laquelle il a été rendu. Moins de 4 heures. Il faut vraiment s'arrêter là-dessus une seconde. On parle de 9 mois de procès, des centaines d'heures de témoignages, des montagnes de preuves scientifiques, balayées en moins de temps qu'il n'en faut pour regarder un match de foot. Pour beaucoup d'observateurs, cette rapidité signifie une chose. Les jurés n'ont pas vraiment débattu des preuves. Leur décision était déjà prise. Le doute raisonnable, semé avec tant de talent par la défense, avait fait son œuvre. Le verdict agit comme un puissant révélateur photographique. Il montre que l'Amérique blanche et l'Amérique noire n'ont tout simplement pas vu le même procès. Les sondages qui sortent juste après sont hallucinants. Ce n'est pas une petite différence d'opinion, c'est un gouffre. 87% des Américains blancs sont convaincus de sa culpabilité. À l'inverse, une immense majorité d'Afro-Américains pensent qu'il est innocent, ou en tout cas que le système est tellement corrompu qu'une condamnation aurait été injuste. Pour les uns, un meurtrier riche et célèbre s'en est sorti. Pour beaucoup d'autres, pour une fois, le système judiciaire n'a pas réussi à broyer un homme noir. 2 réalités, 2 expériences, 2 Amériques irréconciliables. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée, car il y aura un 2e procès. Pas au pénal cette fois, mais au civil. C'est une nuance juridique essentielle. Pour mettre quelqu'un en prison au pénal, l'État doit prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. La barre est très haute. Mais au civil, où les familles des victimes réclament des dommages-intérêts, il suffit de prouver qu'il est plus probable qu'improbable qu'il soit responsable. La barre est beaucoup plus basse. Et avec ce nouveau jury et ce nouveau standard de preuve, le résultat est inversé. O.J. Simpson est déclaré responsable des 2 morts et condamné à payer 33,5 millions de dollars. Il est donc légalement innocent aux yeux de l'État, mais responsable aux yeux de la justice civile. Une situation complexe qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Alors, avec le recul, qu'est-ce qu'il reste de toute cette saga? Un héritage immense et complexe. D'abord, ça a changé les médias pour toujours. C'est la naissance du cirque médiatique 24 heures sur 24. Ensuite, ça a fait entrer la science de l'ADN dans tous les foyers, pour le meilleur et pour le pire. Mais plus profondément, ce procès a mis une lumière crue, brutale, sur les fractures raciales qui persistent aux États-Unis et sur la méfiance immense envers la police. Et puis, bien sûr, il a posé cette question terriblement dérangeante. Est-ce que si on est riche et célèbre, on peut s'acheter une justice différente de celle du citoyen ordinaire? Au fond, quand on parle de l'affaire O.J. Simpson, de quoi parle-t-on vraiment? De la culpabilité d'un homme ou de la faillite d'un système? Peut-être que le véritable héritage de ce procès, ce n'est pas tant la réponse à la question « qui a tué ?», mais plutôt toutes les autres questions qu'il a soulevées. Des questions sur la justice, la race, les médias, l'argent et la célébrité en Amérique. Ce procès était un miroir, et l'image qu'il a renvoyée de la nation était celle d'un pays fracturé. Et on peut légitimement se demander si, des décennies plus tard, ces fractures sont vraiment refermées.